dans cette homophonie entre les noms du père et les noms du père, Oui, euh, le troisième résultat, pour le dire ainsi, euh, c'est là où je n'arrive pas encore à saisir. Euh, c'est la manière comment l'interprétant, ou dans ce cas-là, l'analyste euh, reçoit cela ou répète cela pour que l'analysant l'écoute. ben, l'analyste, à mon avis, son rôle n'est simplement que Oui, d'indiquer l'équivoque. Sinon, ça peut passer comme ça, comme oui, dans la mouvance du quotidien, passe beaucoup de choses qu'on ne remarque pas. Et donc là, indiquer l'équivoque, ce point d'équivoque, cet instantané de l'équivoque, si vous voulez, c'est mettre en relief les deux. Lacan dit c'est une substitution. En fait, on substitue un terme à l'autre. On entendait les noms dup R, non, les noms du père, et on entend tout à coup les noms dup R. En fait, c'est pas ça qui se produit. Il me semble, c'est le maintien des deux termes. Il faut maintenir les deux termes. Alors, qu'est-ce qui va se produire comme... Mais vous n'êtes pas arrivé à l'endroit du livre où je parle de la métaphore, en fait. non, Ouais, c'est ce qui me rend les choses un peu plus difficiles parce qu'il faut que d'accord. j'explique tout ça. C'est-à-dire, vous avez deux termes dans la métaphore, comme les noms du père et les noms du père. C'est une forme particulière de la métaphore, l'équivoque, mais ça n'est une quand même aussi. Donc, il y a deux termes. Si on maintient les deux termes entre les deux, et c'est là que s'introduit la logique ternaire, la logique triadique de Peirce. Oui, C'est-à-dire, entre les deux, il y a un milieu inclus, si vous voulez. En termes de logique, c'est un milieu inclus, c'est un tiers inclus. oui. Mais ce tiers inclus est potentiel, il est absent. Il va falloir le trouver. Alors, si on interprète ça, c'est un peu compliqué de l'expliquer comme ça oralement. Euh, c'est pour ça que j'ai préféré l'écrire que l'expliquer, mais bon, je vais essayer de le faire, comme ça vous le lirez après. D'accord. Euh, comment dire, entre ces deux termes, dont il y a un milieu inclus, mais c'est un milieu de l'ordre d'une différence intensive au sens de Gilles Deleuze. Ce n'est pas une différence oppositionnelle. Ça oppose, ça oppose pas un terme à l'autre. Parce que dans ce cas, si on oppose un terme à l'autre, les noms du père et les noms du R, on va substituer l'un à l'autre. Ouais, Mais ça si devient binaire. voilà, ça devient binaire. Alors que là, c'est dans une logique ternaire qu'il faut se placer. Et dans la logique ternaire, on ne peut pas substituer un terme à l'autre. On garde les deux. Mais il y a un milieu inclus, c'est-à-dire il y a un espace de non su, de quelque chose qui est non su, non dit encore, un espace de non-savoir, si vous voulez, qui en fait renverrait, si on suit Lacan à ce niveau-là, au savoir dans l'inconscient, au savoir de l'inconscient, au savoir inconscient, tout simplement, mais qui est pour nous un non-savoir, effectivement. Donc, dans ce milieu inclus, vous avez un troisième terme qui est purement potentiel, qui n'a pas de sens du tout, puisqu'il n'est pas encore là. Et dans ce troisième terme purement potentiel, il va falloir le faire advenir, soit dans l'écriture poétique, soit dans l'écriture esthétique au cinéma, soit peu importe. Et dans la recherche scientifique, il faut le faire advenir en termes de concept. Alors que ce n'est pas le problème de la recherche. Alors, l'abduction, si vous voulez, l'abduction qui est une logique imaginaire, c'est ça la grande trouvaille de Peirce. C'est quand même d'avoir fait de l'abduction une logique imaginaire. On sort du logos, si vous voulez, classique, on rentre dans une logique mentale imaginaire qui est triadique. Alors que c'est l'impuissance du langage, dit-il, qui fait que le langage ne peut que résoudre tout en relation diadique, en relation binaire, alors que la logique mentale peut intervenir au niveau de la logique tertiaire, triadique. Dans ce milieu inclus dans la recherche scientifique, comme le montre bien Pierre Thibault, ce que je dis dans le livre là, c'est que il faut le prendre dans le système de la sémiotique dynamique.
C'est-à-dire, il y a un interprétant immédiat et un interprétant dynamique. Mais il y a aussi un objet immédiat et un objet dynamique. L'objet immédiat, si vous voulez, c'est celui qui se concrétise à chaque pas, comme ça. Et l'objet dynamique, c'est l'objet réel, dans le réel, vers lequel on court, qu'on poursuit. Et donc, cet objet, au regard de la sémiotique de Peirce, il faut le prendre d'abord, là, dans la métaphore, en priméité, c'est-à-dire dans le potentiel pur et dans le multiple. Le potentiel pur de la priméité, c'est aussi la continuité du multiple. Donc, ça va se déplier. Alors, comme dit Thibaut dans la logique scientifique, si vous voulez, on démonétise la métaphore, on la décharge de toute son intensité, parce que le milieu, le tiers inclus, le milieu inclus, est un milieu, c'est une différence intensive de l'énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel de créativité. Alors, dans la recherche scientifique, à un moment, on va démonétiser, dit-il, la métaphore, dans la mesure où on va faire correspondre l'objet dynamique vers lequel on court avec l'objet immédiat, et on va faire une collision comme ça dans un concept nouveau. Alors que dans la création esthétique et dans la création poétique, on ne le peut pas. Il y a un moment où, si vous voulez, la condensation va rapprocher l'objet immédiat et l'objet dynamique vers lequel on tend, jusqu'à un écart irréductible. Parce que Peirce, autant que Lacan, dit il y a un réel irréductible, il y a un réel qu'on ne saisira jamais, qui va toujours se dérober. Et donc, quand la métaphore, la tension métaphorique se condense comme ça autour d'un objet pour rapprocher l'objet immédiat et l'objet dynamique, il y a un écart irréductible, et c'est là que ça n'a pas un effet de sens, mais c'est un effet d'affect. Donc, dans les noms du Père et les noms du Père, par exemple, c'est ce milieu inclus qui, à un certain moment, quand on va dévoiler, indiquer cette métaphore qui apparaît à travers l'équivoque, comme ça, selon les deux termes, ce milieu inclus aura un effet d'affect aussi. C'est pour ça que Lacan dit à ce moment-là, c'est la production de l'objet petit a. Mais l'objet petit a, on ne peut pas le saisir en tant que tel, effectivement. On ne peut en saisir qu'un effet d'affect, on ne peut qu'être affecté, mais on ne peut pas produire un quelconque effet de sens à ce niveau-là. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais c'est très difficile à expliquer parce qu'il y a les notions de sémiotique dynamique là, qui entrent en jeu, interprétant immédiat, interprétant dynamique, objet immédiat, objet dynamique. Mais si vous suivez la chaîne des interprétants qui vont se déployer au moment de l'abduction, qui peut avoir la rapidité de l'éclair, ça vient comme un éclair. C'est comme la passe. C'est comme dans la passe. C'est le signe qui apparaît à un éclair, comme ça. Et donc, au moment de cette abduction, oui, c'est quelque chose que vous allez saisir à un éclair, mais qui n'aura de sens que pour vous, quoi, finalement. C'est là que j'aime beaucoup cette phrase de... Je vais vous la lire, d'ailleurs. Je vais vous lire la phrase de Proust du côté de chez Swann, où il dit très bien ça. Il dit, et c'est là qu'il rejoint Klossowski, parce qu'il ne s'agit pas du passé ou de souvenirs dans cet effet d'affect, en fait. Et ce que dit Proust, il dit, il en est ainsi de notre passé, ces peines perdues que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de l'intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel, en la sensation que nous donnerait cet objet matériel, que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, il dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Et c'est tout à fait ça, si vous voulez, parce que en priméité, pourquoi c'est un effet d'affect?
parce que la métaphore se construit uniquement sur des mécanismes iconiques. Elle atteint le niveau du symbole. Ça, c'est un peu l'erreur que fait enfin, quelqu'un que je ne citerai pas. Euh, de, Elle atteint le niveau du symbole sans être du langage, en fait. Mais elle fait partie de la langue, par contre. C'est là que je distinguerai la langue du langage. Oui. Sans entrer dans le langage, elle fait partie de la langue, dont atteint le niveau du symbole aussi bien, mais pas en termes de représentation ou en termes de concept. Parce qu'au départ de la métaphore, alors la métaphore, il faut dire que c'est le signe parfait, dit Jean Fizette. Pourquoi? Parce que c'est le signe authentique au sens de Peirce. C'est-à-dire, elle a une fonction, contrairement à ce qu'on a pu dire en sémiologie structurale continentale, ici, euh, elle a un niveau iconique, un niveau indiciel et un niveau symbolique, tout en restant en priméité. Mais en priméité, qu'est-ce que c'est qui compte? C'est là que je reprends la dimension esthétique de l'expérience, c'est la qualité matérielle de la sensation. Au départ de tout ça, c'est la qualité matérielle de la sensation. Et c'est ce que Jacobson repère très bien dans le langage enfantin, dans la langue des enfants, en fait, la langue maternelle, donc, authentiquement. Cette fonction poétique est liée à une étymologisation, dit-il, du sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la sensation qui est première, de fait. Et dans la métaphore, si vous pointez une équivoque, si vous faites surgir quelque chose de l'ordre de la métaphore, dans la séance analytique, ce qui va affecter, c'est cette qualité matérielle de la sensation qui est, comme dit Proust, c'est dans un objet matériel, en fait, que la sensation se trouve. Euh, donc, Sensation ou plutôt émotion? oui, on part de la sensation, mais ça va de l'émotion jusqu'à l'émoi aussi. Émotion et moi, oui, bien sûr. D'ailleurs, Peirce lui-même parle d'émoi esthétique. D'émoi esthétique qui se saisit à travers les mécanismes iconiques. C'est là qu'il dit aussi que cet émoi esthétique, euh, même si les icônes nous mentent, nous trompent, etc., elles sont trompeuses, menteuses, il dit, mais la seule vérité vivante, on ne va pas la saisir dans les symboles, on va la saisir ni dans les indices, mais on va la saisir dans les icônes. C'est les mécanismes iconiques qui sont porteurs de cette qualité matérielle de la sensation. Et c'est vers ça qu'on revient, et qu'on y revient par cet effet d'affect, en fait. Ce que Klossowski appelle l'éternel retour. L'éternel retour. À l'endroit de sa théophanie, il parle ou des simulacres de Robert, il parle d'éternel retour de quelque chose, et à juste titre, il parle de sémiotique pulsionnelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait retour, mais qui n'est pas de l'ordre du souvenir, qui est de l'ordre d'une expérience intensive, en fait, de l'intensité d'une expérience. C'est de l'ordre de l'inconscient. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Enfin, pour moi, oui. En tout cas, oui. L'inconscient le plus, si on peut dire ça comme ça, le plus fondamental, c'est-à-dire la pulsion. Et oui, ce que Proust dit très bien là, Klossowski aussi, dit, c'est quelque chose qui revient à l'endroit de. Dans l'épiphanie, c'est ça qui se produit aussi. À condition qu'elle vous touche, l'épiphanie, parce que c'est pas obligé que ça touche tout le monde. Hein. Mais ça va vous toucher. Quand ça vous touche, quand ça vous affecte, c'est effectivement quelque chose qui est lié à cet objet qui n'est plus que pure qualité matérielle de la sensation, en fait. Parce que le réel de cet objet, on ne le saisira jamais, si ce n'est à travers la charge, l'intensité de la sensation, en fait, qu'il provoque, et qui peut se manifester sous la forme
Parce que là, il n'y a plus de bien ou de mal, il n'y a plus de tout ça. Ça peut être douloureux, ça peut être aussi agréable, douloureux, peu importe en fait. C'est pas ça, c'est la puissance de l'affect. Moi, Bon, je ne pour trouve moi, pas, mais plus ou moins 4 5 ans que je suis en train d'étudier, de lire sur la langue écrite en un seul mot et la langue écrite en 2 mots. Alors, bien sûr que tout cela, de l'affectation et tout ce que vous avez dit à partir de la sensation, émotion, affectation, je l'entends oui, parfaitement, je sais de quoi vous parlez. Et alors, c'est pour ça que je peux le recevoir comme ça. Je connais pas Pierce. Je ne peux pas vous dire rien sur cela parce que je dois le lire beaucoup plus. Mais c'est pour ça que ma question était de savoir de quelle manière Pierce contribue à la clinique psychanalytique. Moi, le terme oui, clinique, je l'utilise encore parce que ça me fait du oui, sens. bien sûr. Alors, je ne peux Oui, pas. Oui, je vous entends. oui, Je oui, vous ai- oui. Non, mais je suis d'accord avec vous. En fait, l'important pour moi, c'est la clinique. C'est pas théoriser quoi que ce soit. Ouais. C'est que la sémiotique, c'est quand même quelque chose chez Peirce qui est fondé sur le pragmaticisme de Peirce. C'est le pragmatisme, si vous voulez, qu'il appelle pragmaticisme pour se démarquer de la philosophie pragmatiste qu'il a inaugurée, mais qu'il a un peu trahi aussi, quelque part. Donc, c'est l'expérience, en fait, qui est primordiale. L'expérience pragmatique et la pragmatique de la pratique, de notre pratique. Donc, c'est la clinique qui importe. Parce que l'expérience, pour nous, c'est la clinique, en fait, plutôt qu'une théorisation quelconque. Moi, ça me permet de lire quelque chose, si vous voulez, Peirce. Et surtout parce que on sort de la binarité, on rentre dans la ternarité, on rentre vraiment le milieu inclus. C'est ça qui est fondamental, en fait, dans cette question des mécanismes iconiques, c'est la ternarité, le tiers inclus, qui change complètement les choses, parce que de la simple coupure signifiante, on en fait une différence intensive. Donc c'est tout autre chose qui se passe. Parce que c'est là le cœur de notre expérience, il me semble, clinique en tout cas. Et donc c'était sortir de la binarité et lire la psychanalyse chez Lacan et aussi chez Freud, de toute façon, parce qu'il y a des choses très très intéressantes chez Freud, comme la lettre dont je parle, la lettre 52 à Fliss, où il montre toutes les traductions qui se font, qui est un processus sémiotique aussi, en fait, hein, où il insère, si vous voulez, l'inconscient comme entre le cuir et la chair, entre la perception et la conscience, en disant que l'important, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas le signe en tant que tel, c'est le devenir signe Mhm. qui est infini, qui ne s'arrête pas, qui est la même constance que la pulsion, si vous voulez. C'est constamment. Et donc, on lit un texte et on est déjà. Un texte, comme dit Jean Fizet, est toujours hors de soi, parce que la symbiose n'a pas de principe d'arrêt, en fait. Elle continue. Donc, quand vous lisez un texte, finalement, vous le continuez en le réécrivant vous-même, d'une certaine façon. Euh, et c'est ces notions-là qui sont importantes, il me semble, enfin, ça me permet de lire autrement Lacan, parce que Lacan, il est pas très explicite par moment. Il prend des choses comme ça et il ne dit pas à qui il les prend, en fait. C'est plus clair chez Deleuze ou chez Foucault, par exemple, on sait où ils vont chercher les choses, ils le disent.